Généralement, on croise toujours quelques ambitieux et assidus parmi les jeunes militants d'extrême gauche. Bien souvent, ces derniers veulent bien faire, ont plein d'idéaux et refusent de les trahir. Ils sont donc susceptibles de se radicaliser, d'adopter une tendance idéologique sans concession, puis de l'appliquer et de la promouvoir au cours de leur jeunesse. Ils peuvent ainsi se faire un nom, réussir, monter dans la hiérarchie de leur organisation via des actions chocs, radicales et quelquefois médiatisées. Ils peuvent aussi subir une répression menant à l'échec et s'en tirer avec des séquelles. Cette réussite et cette adversité, si elles ont lieu, ne sont pas sans conséquences. Ils peuvent premièrement se questionner. Est-ce que mes actions sont bonnes? Est-ce que mes idéaux sont valides? Ils peuvent ainsi effectuer une autocritique de leur radicalité, de leurs idéaux passés. Ils peuvent ensuite se dire que le compromis est quelquefois nécessaire. Il faut être pragmatique, il faut s'adapter à la réalité, il ne faut pas être fanatique pour être efficace et réussir. La pensée se complexifie donc après la radicalité primaire. On pourrait s'arrêter là, mais le fait est qu'il n'en va en réalité pas de même, parce que réussir dans une société fragmentée comme y subir individuellement des échecs, peut conduire à progressivement se trahir auprès des profitants. Cela commence par « on ne diverge que sur des queues de cerises, on peut donc s'allier », suivi de « on n'est pas complètement d'accord, mais c'est accessoire », qui précède le « ils sont moins radicaux que nous, mais ce n'est pas la mer à boire ». Il met pour l'instant juste de l'eau dans son vin. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Notre jeune militant, maintenant devenu hiérarque, est donc désormais de plus en plus enclin aux calculs politiciens, comme par exemple « bah c'est juste un réformiste, c'est pas grave », et peu importe qu'ils aient déjà trahi, il faut s'allier avec eux pour être plus fort. On note ici que les idéaux se sont délavés, car le cercle des alliances acceptables s'est fortement élargi, quitte à contrevenir aux dits idéaux. Mais cela peut aller encore plus loin. Il faut s'allier avec la bourgeoisie libérale contre l'extrême droite, qui peut devenir il faut s'allier avec la bourgeoisie libérale, tout court. Finalement, nos jeunes gauchistes idéalistes des débuts peuvent avoir carrément rejoint la bourgeoisie. Au bout de l'histoire, les idéaux se sont donc corrompus et les compromis sont devenus des compromissions. Que s'est-il donc passé? Eh bien, c'est un process dialectique de haute complexité qui les a menés là. Cela incluant bien entendu leur montée dans la hiérarchie d'une organisation usuelle et leur réussite dans le cadre de la société actuelle, qui ont influé sur leur remise en question suite à d'éventuels échecs. Cependant, mon but n'est pas de tout décrire, ce serait interminable, mais juste de parler d'une petite partie. Les considérations sur les alliances. On voit en effet qu'on part d'un refus pur et simple, suivi d'acceptations éparses, qui précède un élargissement de l'acceptable jusqu'à inclure les ennemis des débuts, quitte à carrément les rejoindre. Se présentent alors deux écueils symétriques. D'une part, le refus d'alliance préserve sa pensée, ses actions, mais conduit à un isolement et à du pinaillage. C'est une forme de puritanisme. Mais si élargir le cercle d'alliance permet d'autre part de sortir de l'isolement, il peut cependant conduire à force à progressivement se trahir, quelquefois totalement. On a alors là une compromission opportuniste. Pour éviter ce double écueil, il nous faut donc une méthode qui permet de le dépasser. Existe-t-elle? Oui, c'est le front unique.